On y arrive, ce week-end c'est le Grand Prix de Las Vegas. Ah, depuis qu'il a été annoncé, il a su faire parler de lui, on nous le vend comme une révolution. Un moment à part, un show incroyable, un Grand Prix qui s'annonce inoubliable. Ouais, vous connaissez mes craintes à force et le premier passage de la F1 à Las Vegas n'est pas là pour nous rassurer. Bref, voici le Grand Prix de Las Vegas. Ah, les États-Unis et le sport automobile, voilà une histoire d'amour. Les États-Unis sont l'un des berceaux de cette pratique et la culture américaine en sport auto est très grande. Indy 500, Daytona 500, Endurance avec Sebring au Daytona et bien d'autres disciplines. Et évidemment, la Formule 1, présent au calendrier depuis la première édition de championnat du monde en 1950. Alors, de 1950 à 1960, l'Indy 500 était compté dans le championnat du monde afin que celui-ci soit un championnat du monde. Mais c'était vraiment à part et les pilotes et équipes européennes ne faisaient pas le déplacement. Surtout que les règlements techniques n'étaient pas vraiment les mêmes. Alors, au final, cette période est une petite anomalie qui arrange tout le monde. Sauf qu'en 1959, les États-Unis et la F1 se marient pour de vrai avec le premier Grand Prix des États-Unis du championnat du monde de Formule 1. Victoire pour Bruce McLaren qui devient le plus jeune vainqueur de l'histoire jusqu'à Fernando Alonso en 2003 et premier titre pour son équipier, son aîné Jack Brabham et sa Cooper. L'histoire entre les États-Unis et la Formule 1 commence. Le mariage fonctionne, les pilotes, les écuries et les acteurs de la F1 apprécient leur venue sur le continent américain. C'est prestigieux et puis l'influence américaine sur le monde occidental est omniprésente et ça se ressent également en Formule 1. Puis les circuits sont top et les Américains savent recevoir. Mais on ne peut pas cacher un certain malaise. Les coutumes très élitistes et européennes de la Formule 1 détonnent légèrement des traditions américaines en sport automobile. Donc la recette fonctionne, mais pas totalement. Cela dit, les deux parties sont conscientes des bienfaits de l'autre. D'un côté, la F1, c'est le sommet du sport automobile, la catégorie la plus prestigieuse. De l'autre, il est tout naturel que la première puissance mondiale est l'un des piliers de l'automobile et son Grand Prix. Surtout que c'est un marché très juteux, et ça, Ecclestone et les autres instances l'ont bien compris. Tellement bien compris qu'à partir de 1976, il n'y aura pas un, mais deux Grands Prix aux États-Unis. L'Est, qui se tiendra à Watkins Glen puis à Détroit, et les États-Unis Ouest à Long Beach. Et ce marché américain est tellement important qu'en 1981, un nouveau Grand Prix aux États-Unis va clôturer la saison. Parmi les villes les plus iconiques des États-Unis, il y a Las Vegas. Les casinos, les hôtels, les excès, les débauches, very bad trip, Las Vegas. Et si le sport automobile ne s'est pas souvent produit à l'échelle internationale à Las Vegas, ce n'est pas non plus une ville étrangère à la course automobile. En 1954, l'AAA, American Automobile Association, l'organisateur de l'Indy 500 et du kart, l'IndyCar de l'époque, réalise le premier Grand Prix de Las Vegas sur un ovale de terre. Course remportée par Jimmy Bryan. En 1968, les successeurs de l'AAA, l'USAC, ramènent son championnat à Las Vegas. Cette fois-ci sur le circuit de Stardust International Raceway, circuit que visite régulièrement le prestigieux championnat Can-Am. Bref, pour cette édition de 1968, c'est Bobby Unser qui l'emporte. Et en 1981, un troisième Grand Prix se tient pour la Formule 1. Le tout sur un troisième circuit différent, et bien que les États-Unis aient un panel extrêmement riche et intéressant pour ce qui est des circuits, celui du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1 est bien triste. Très peu populaire, ce tracé est construit sur le parking du mythique Caesars Palace, un circuit aux allures de karting éphémère. Mais bon, les pilotes et les écuries ne sont pas là pour discuter, mais pour assurer une course et du spectacle vendu par Bernie Ecclestone, l'un des principaux responsables de la venue de la F1 à Las Vegas. Et Bernie veut des circuits urbains, car ça assure le spectacle et ça permet de toucher le public directement. Puis ça permet aussi aux publicitaires de payer plus cher leurs annonces. Et le Caesars Palace a lui-même payé son arrivée en F1. S'ensuit des déclarations bien pompeuses des deux parties car il faut vendre cette idée et finir de convaincre les plus sceptiques. C'est très commercial, c'est peut-être d'ailleurs plus pour ça que pour le sport. Et c'est vraiment dommage parce que l'intrigue sportive est vraiment très intéressante pour cette première rencontre avec 3 pilotes qui luttent pour le titre. Et en plus, 3 pilotes de 3 écuries différentes. En effet, en tête du championnat du monde, nous avons l'Argentin Carlos Reutemann, qui peut espérer succéder à son compatriote, le maître Juan Manuel Fangio. Mais cette saison fut bien difficile pour le natif de Santa Fe qui a vu son équipe lui tourner le dos. En effet, en début de saison au Brésil, El Lolé a refusé d'obéir à une consigne d'équipe favorisant son équipier et champion du monde sortant, Alan Jones.
Frank Williams et Patrick Head n'ont pas du tout apprécié et Carlos a dû lutter en interne durant cette saison, contrairement à son rival le plus proche, Nelson Piquet, dont l'écurie Brabham lui est entièrement dédiée. Le Carioca est à 1 point seulement de son rival argentin. Enfin, à 6 longueurs du leader, nous avons Jacques Laffite sur Ligier. Le Français a fait une saison remarquable et bien que l'espoir soit mince, Laffite peut devenir le premier champion du monde français. Côté constructeur, Williams a déjà sécurisé le titre et Williams n'a que faire de la lutte de son pilote numéro 2. Sur ce circuit poussiéreux et peu apprécié, Reutemann prend la pole position devant Alan Jones. En deuxième ligne, on retrouve Gilles Villeneuve et Nelson Piquet. Laffite est seulement 12e. La tension est palpable et l'intensité d'une finale indécise prend le pas sur la médiocrité de l'événement. Reutemann prend un mauvais départ et perd plusieurs positions tandis que Jones sécurise la première place. Laffite s'est bien envolé et Piquet menace directement son adversaire. Dans le deuxième tour, Patrick Tambay frôle le drame en détruisant sa Ligier dans le mur. La voiture est coupée en deux mais Patrick s'en sort presque indemne. Reutemann n'est pas à l'aise durant ce Grand Prix et voit Piquet le dépasser et s'échapper. Pendant que Williams travaille pour la victoire de Jones, l'Argentin vit un cauchemar. De son côté, Piquet remonte progressivement jusque dans les points. En ce samedi 17 octobre, au terme de 75 tours, Alan Jones remporte sa 12e et dernière victoire en Formule 1 devant Alain Prost et Bruno Giacomelli qui prend son unique podium. Laffite est 4e et voit l'Australien vainqueur lui souffler le podium du championnat. 5e, Nelson Piquet devient le 2e Brésilien à prendre un titre de champion du monde de Formule 1. Jour de gloire pour le Carioca. Dans le même temps, Carlos Reutemann descend de sa Williams après une triste 8e place. Il doit affronter l'échec de sa course pour le titre par 1 point, ainsi que l'indifférence de son équipe. Écœuré, le vice-champion du monde 1981 annonce sa retraite. Au final, cette première venue de la F1 à Las Vegas a été historique. L'année suivante, le Grand Prix des États-Unis Est retrouve sa place avec l'arrivée de Détroit au milieu de championnat. Et pour clôturer la saison la plus folle de l'histoire de la Formule 1, Las Vegas et le Caesars Palace sont là. Les critiques des pilotes et des écuries sont les mêmes, en revanche, le discours des décideurs a un petit peu changé. Billy Weinberger, le PDG du Caesars Palace et promoteur de l'événement, est déçu de la Formule 1. Cet événement n'attire pas le monde qu'il espérait et l'avenir de ce Grand Prix est menacé. Oui, mais l'amour du sport dans tout ça c'est mignon. Du coup, les organisateurs baissent le prix des billets et pour assurer les apparences, ils convient beaucoup de stars qui répondent présentes. Étant donné que vous avez déjà une vidéo qui détaille ce Grand Prix de Las Vegas 1982, je vais rester bref. La F1 a perdu Gilles Villeneuve et Riccardo Paletti dans cette saison folle qui voit les turbos et les atmosphériques lutter à armes inégales. Les favoris chutent et les outsiders confirment. Didier Pironi était celui qui pouvait prendre le titre et à la mi-saison, le Français semblait plus proche que jamais. Mais à Hockenheim, durant les essais, il est victime d'un terrible accident qui lui coûte sa carrière. À Dijon, quelques semaines plus tard, Keke Rosberg prend sa première victoire en carrière au volant de sa Williams et prend au passage les commandes du championnat. Personne ne voyait le Finlandais en début de saison. Lui qui se battait pour les qualifications en 81 se retrouve à jouer le titre en 82. John Watson est son seul rival sérieux, mais il est difficile de croire que le Nord-Irlandais soit capable d'inverser une tendance déjà bien solide. Comme d'habitude, les Renault se montrent véloces mais ne tiennent pas. Mario Andretti achève son intérim et sa carrière en Formule 1 par un abandon, et Michele Alboreto surprend tout le monde et remporte sa toute première victoire en Grand Prix devant Watson et Shiver. Keke Rosberg termine 5e et devient le premier Finlandais champion du monde de Formule 1. Bien qu'endeuillé, c'est bien la Scuderia Ferrari qui prend le titre constructeur. Et après cette édition, la Formule 1 quitte Las Vegas. Ce Grand Prix n'est pas assez rentable. Après cette courte existence à Las Vegas, la F1 et les États-Unis continuent leur collaboration. 2 grands prix par an et de nouvelles venues comme Dallas ou Phoenix. 2 événements très critiqués et qui ont plus ou moins le même business model que Las Vegas. Et également la même issue. Les pilotes n'aiment pas ces circuits urbains aux angles droits et bosselés. Mais les Américains ne sont pas avares en critique non plus et ces dernières peuvent être bien entendues. La F1 est un sport d'élite, inaccessible et snob où le spectacle est extrêmement prévisible. C'est pas faux. Pourtant, ce marché est intéressant, mais les différences culturelles et de mauvais choix conduisent le Grand Prix des États-Unis à sa perte. Phoenix 1991 est la dernière visite de la F1 au pays de l'oncle Sam avant un moment, et si l'absence dure 9 ans, c'est que ce n'est pas vraiment une priorité. En effet, le kart est un championnat très relevé, la NASCAR est toujours très populaire, et l'endurance bat toujours son plein. Bon, il se trouve que la guerre de sécession entre le kart et l'IndyCar ait profité à la NASCAR pour devenir le sport automobile le plus populaire des États-Unis. Malgré tout,
mais le championnat américain de monoplace, enfin les championnats américains de monoplace, pendant longtemps, restent très populaires. Les 500 miles d'Indianapolis sont attendus chaque année. D'ailleurs, le championnat de monoplace américain a continué de venir à Las Vegas. En 83 et 84, le kart a réutilisé une partie du circuit du Caesars Palace. Puis Las Vegas a dû attendre les années 90 pour revoir cette catégorie, mais sous la forme de l'IRL, Indy Racing League, devenue l'IndyCar en 2003. Cette fois-ci, c'était sur le Speedway de Las Vegas. C'est d'ailleurs ici qu'en 2011, le regretté Dan Wheldon a perdu la vie. Bref, à la fin des années 90, Don Panos ressuscite l'endurance prototype aux États-Unis avec les 12 heures de Sebring, les 24 heures de Daytona, ainsi qu'une nouvelle épreuve devenue très vite populaire, le Petit Le Mans. Tout ça pour dire que le sport automobile américain se porte très bien. Et pourtant, en 2000, la Formule 1 revient. Et cette fois-ci, ils apprennent de leurs erreurs. Pas de circuit urbain avec un tracé typé kart indoor, mais une vraie piste. Enfin, plus ou moins. Effectivement, l'Indianapolis Motor Speedway crée à l'intérieur du mythique ovale un tracé de Grand Prix, un infield. Les pilotes apprécient le tracé bien qu'il ne casse pas 3 pattes à un canard. Le problème, c'est qu'il est difficile de vendre aux Américains un spectacle qui n'existe pas. Après toute une décennie relativement indécise où les titres passaient d'un pilote à l'autre, Ferrari et Schumacher rassemblent la concurrence. Et pour bien enfoncer le clou et ternir comme il se doit l'image de la F1 aux USA, il y a l'édition de 2005. Les pneus Michelin ne tiennent pas les contraintes de l'ovale et l'accident de Ralf Schumacher fait peur. Ainsi, au terme du tour de formation, toutes les voitures équipées de pneus Michelin rentrent au stand et se retirent. 7 équipes sur 10. 14 voitures éliminées avant même le départ. 70% du plateau décimé avant même le début de l'événement. Tout amateur de sport vous dira que c'est une honte. Il voit tristement 2 Ferrari lutter pour la victoire à des années-lumière devant les Jordan et Minardi. La joie de Thiago Montero est communicative sur le podium, mais il est bien le seul à sourire. Les 2 années suivantes, les tribunes sont clairsemées et la F1 est plus que jamais boudée. Après 2007, les États-Unis s'en vont du calendrier. Je t'aime, moi non plus. Mais les États-Unis sont un marché intéressant et si on prépare bien l'arrivée de la F1, ça peut marcher. Oui, le constat est le même, mais ils apprennent de leurs erreurs. Résultat, au Texas, près d'Austin, un tout nouveau tracé est construit et sort de terre en 2012, année où la Formule 1 revient. Les deux parties se laissent une chance et ça va bien fonctionner. Ce tracé est apprécié des pilotes, technique comme il faut, mais qui offre également de belles opportunités. Au fil des années, Austin devient un rendez-vous immanquable en fin de saison. En 2017, Bernie Ecclestone cède son trône à Liberty Media, une nouvelle direction pour la Formule 1, une direction américaine qui a pour ambition de faire de la F1 un show à chaque Grand Prix. Plus de liberté de la part des organisateurs et une volonté de se moderniser. La F1 regagne en popularité. Puis en début d'année 2019 arrive Drive to Survive. Cette série Netflix attire un nouveau public et séduit enfin les États-Unis. Le Grand Prix des États-Unis est déjà très populaire du côté des pilotes qui aiment ce folklore et les traditions américaines, et il le devient maintenant pour les fans. Les tribunes sont remplies et les Américains sont prêts à payer cher pour avoir plus de ce spectacle. Et certains pilotes sont prêts également. Lors de la conférence de presse qui précède le Grand Prix d'Australie 2017, on demande aux 4 pilotes présents ce qu'ils aimeraient pour la Formule 1. Ricciardo répond un Grand Prix à Las Vegas et Hamilton un Grand Prix à Miami. Et Vettel a répondu un Grand Prix en Allemagne, mais personne n'a soulevé. En 2021, la réalité rejoint la fiction. Le spectacle et la tension sont omniprésentes en Formule 1 avec le duel au sommet entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le genre de duel qui crée des vocations et qui contribue à la démocratisation d'un sport. Et quand le dénouement fait polémique, le buzz s'étend. Et quand en plus de ça vous avez une arme comme Drive to Survive, ça explose. Et les Américains sont parmi les plus touchés. La F1 s'est ouvert plusieurs marchés au fil des années et avec sa nouvelle philosophie, elle a enfin touché durablement le cœur des Américains. Le je t'aime, moi non plus, c'est du passé. L'autoroute des États-Unis est ouverte et la F1 s'y engouffre à fond. En 2022, les États-Unis accueillent un deuxième Grand Prix sur leur terre, Miami autour du Hard Rock Stadium. Un énième circuit en ville qui ressemble bien à ce qu'il se fait aujourd'hui. Une fosse marina, un téléphérique surplombant la piste et un méga show autour de la course. Et puis il y a des stars et des stars, et encore des stars. Et il y a des stars aussi, et du bling bling. C'est ça la Formule 1. Ouais. Non, c'est ça que tu aimes, jeune supporter, et vu que tu adores ça, on va aller à Las Vegas en 2023. Ouais, il est de retour. Mais hors de question d'aller au Caesars Palace. Déjà parce que le circuit ne peut plus exister en tant que tel, parce que ce n'est plus un parking, mais il y a maintenant des bâtiments.
Donc tu peux pas raser les bâtiments pour mettre un circuit éphémère, ça n'aurait aucun sens et ce serait vraiment très mal accueilli. Mais ce sera un nouveau circuit, un circuit en ville, un circuit urbain, parce qu'aujourd'hui il n'y a que ça de vrai. En début d'année, on découvre le tracé de Las Vegas version 2023, une sorte de speeder cochon à l'envers, un putain de rectangle avec la formule qui convient le mieux à la formule actuelle, des longues lignes droites et une promesse d'un événement complètement dingue et inoubliable. Oui, ça va être grandiose. Mais personnellement, je ne suis pas du tout emballé par la communication que fait la Formule 1. Je ne l'étais pas pour Miami, je le suis encore moins pour Las Vegas. La F1, sa communication agite de la poudre aux yeux aux observateurs et nous promet un show démesuré. Et je ne doute pas que les spectacles et les happenings durant le week-end vont être grandioses. Clairement, on va s'en prendre plein la vue. Puis il y aura des stars, et des stars, et des stars, et encore des stars. Et des stars. Des déclarations du genre I love Formula One, it's a great show, et les pilotes vont répondre oui c'est dingue ce que nous vivons, c'est une chance unique, on voit le tableau se dessiner. Et le pire dans tout ça, enfin le mieux, mais je joue le mec cynique, c'est qu'il y a de grandes chances que la course soit spectaculaire. Oui, parce que les caractéristiques de la Formule actuelle se prêtent bien à un tracé comme Las Vegas, où les pilotes vont pouvoir se doubler. Il y aura peut-être des safety cars, et c'est probablement la dernière chance pour les adversaires de Verstappen de battre le néerlandais. Et puis, il devrait faire bien froid, donc il y a de l'incertitude. Mais alors, pourquoi je ne suis pas du tout emballé? Eh bien, parce que je ne regarde pas la Formule 1 pour son côté bling-bling, pour ses spectacles de pré-grille ou pour ses dépassements DRS au clignotant. Ce n'est pas ce qui me fait vibrer, et je suis sûr que vous êtes nombreux dans ce cas-là. Oui, parce que si je vais voir un concert, c'est pas parce que le ticket il est joli que la bière elle est bonne. Si je vais voir un match de rugby, c'est pas parce que les sièges sont beaux et confortables. Et on nous vend plus Las Vegas comme un spectacle auquel on inclut la Formule 1 qu'un potentiel Grand Prix de Formule 1 passionnant. Oui, mais regarde, le Super Bowl, beaucoup de gens vont le voir pour le show proposé que pour le sport qui crée l'événement. Ouais, donc ce n'est pas mon cas. Mais il faut être bien naïf pour croire que la F1 et Las Vegas se rencontrent uniquement pour l'amour de la course automobile. Cela dit, ça ne me surprend pas non plus, et si je préférais voir une autre formule être appliquée à la F1 et à ses venues, j'accepte en quelque sorte ce Grand Prix, mais ça me frustre pas mal. Mais je m'en fous de savoir qu'il y aura un tel ou un tel sur la grille. Ce qui va me faire me lever dimanche matin et regarder ce Grand Prix, c'est le sport, c'est la course. C'est de voir un Alonso se servir de sa ruse et de son talent pour reprendre dans le dernier tour une Red Bull pourtant donnée supérieure. C'est de voir des pilotes en difficulté sous la pluie oser prendre le raidillon à fond dans des conditions difficiles. C'est de voir un septuple champion du monde réaliser des performances très impressionnantes au volant d'une voiture capricieuse, ou alors de voir celui qui incarne toute une génération élever son niveau de jeu avec son équipe à des hauteurs rarement atteintes. C'est de voir une équipe historique retrouver de sa superbe, c'est de voir un dépassement ailleurs que dans les zones de DRS. Ce n'est pas de voir Pierre, Paul ou Jacques, Peter, Paul et Jack me dire qu'ils offrent de Formula One lors du Grand Prix de Las Vegas. Après, c'est peut-être le seul moyen pour la Formule 1 d'être spectaculaire pour une grande partie de son public. Oui, car actuellement, il n'y a pas grand-chose qui séduit. Je ne sais pas si on peut vraiment quantifier, mais on peut dire que la Formule 1 est bien différente d'avant. Les anciens fans sont nombreux à être déçus par une Formule 1 bien transformée et fade, où attaquer est devenu déraisonnable pour gagner une course, où l'intervention des commissaires sportifs nuit au sport et à ce que l'on voit en piste. Au moins, avec des venues comme Las Vegas, on est sûr d'avoir du spectacle. Et peut-être que le scénario de la course va nous faire nous lever de notre canapé ou de notre lit, et franchement, je nous le souhaite. Car au final, peu importe la façon dont nous aimons la Formule 1 et ce que l'on espère d'elle, il y a de fortes chances que ce Grand Prix de Las Vegas 2023 entre dans l'histoire de la catégorie. On parle encore du dénouement de l'édition de 81 ou du circuit de César Palace comme l'un des pires de l'histoire du championnat. Alors pourquoi pas l'édition de 2023 pour diverses raisons. Même si j'aimerais bien que ce soit pour d'autres raisons que pour l'extra sportif. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous ai mis également quelques liens en description. Soyez curieux. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continuer d'aimer la Formule 1. À la prochaine. J'hésitais avec Las Vegas, mais c'est plus mieux de dire la Formule 1 que Las Vegas. Mon point de vue, vous avez compris. Franchement, en fait, c'est frustrant parce que on se bouffe de la com en mode ça va être l'événement de l'année, c'est immanquable, il va y avoir du spectacle partout, en plus la course pour... Enfin, c'est ça, il va y avoir du spectacle et en plus la course devrait être bien. Je sais pas. Enfin, il y a une petite dissonance, moi, je trouve. Et une petite hypocrisie. Je sais pas. Dites-moi, encore une fois, donnez-moi votre point de vue, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez du Grand Prix de Las Vegas, justement, et de cette communication qu'il y a autour. Mais bon, voilà, vous savez quoi faire, vous avez l'outil commentaire qui peut être très utile. Enfin, en espérant que ce week-end, on ait un beau Grand Prix qui nous fasse oublier le côté bling-bling, enfin, en tout cas pour les amoureux de la course automobile.
Des bisous.